J'imagine que vous m'entendez bien. Oui. Non. Non. Alors que ceux qui ne m'entendent pas lèvent la main. Ça n'a pas marché. Mon nom est Marcel Dubé. Je suis laryngectomiste et je vous parle via une prothèse. J'ai connu Madame Dany dans les locaux de la revue Art le Savoir. Nous siégions à ce moment-là sur le CA d'administration. Elle occupait alors un poste important en communication chez Alcan. Un jour, elle annonce au conseil qu'elle a trouvé son chemin de Damas, qu'elle suspend toute activité professionnelle. Pour se consacrer au domaine étroit et périlleux du monde des arts. Elle nous dit: je suis animé d'une pulsion créatrice qui me fait naviguer entre le sacré et le profane. Je ne veux en aucun cas offrir de résistance au flux d'énergie qui m'anime, dit-elle. Il n'y a pas d'art sans risque, et c'est en toute connaissance de cause qu'elle suit ce chemin. À l'UQAM, Michael Lachance disait à ses étudiants en philosophie des arts: dans le processus de création, l'inspiration est comme du lait franchant. Si l'on tente de le saisir, elle nous glisse entre les doigts. Par contre, quand on suit son mouvement, on a des chances de la récupérer tout entière. Madame Dany suit le mouvement et n'oppose aucune résistance. Elle s'abandonne. Ses œuvres et ses engagements sociaux parlent d'eux-mêmes. C'est avec un plaisir non coupable que je vous présente une artiste atypique et engagée, Madame Monique Dany. Alors bonsoir. Tout d'abord, je veux remercier les gens du Cercle Est-Ouest et particulièrement Clément qui m'a presque tordu le bras, mais avec grand plaisir. Alors, je suis contente d'être ici. Je remercie aussi très, très chaleureusement mon ami Marcel qui a eu une présence quasiment systématique à chacun de mes vernissages. En tout cas, il n'y en a pas manqué beaucoup. Alors, j'étais très heureuse qu'il accepte de venir me présenter parce que, justement, il m'a connue depuis les débuts. Vous allez voir, depuis mon retour, alors vous allez voir dans les explications que je vais donner. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Ma créativité plurielle ». Vous allez voir en cours de route pourquoi j'ai donné ce qualificatif. D'abord, quelques coups de pinceau pour vous situer sur mon identité. Je suis née en Outaouais, dans un milieu ambigu sur le plan culturel, c'est-à-dire que la domination de l'anglais était très, très évidente. La conséquence de cette situation pour moi a été de développer une véritable fascination pour la France comme facteur compensatoire identitaire. J'ai aussi accordé une très, très grande importance durant toute ma vie à la croissance personnelle. Ça transpire dans tout. Je détiens une formation universitaire en arts visuels à l'UQAM. Je n'ai pas croisé Marcel à l'époque, mais on aurait peut-être pu. Et je me définis de plus en plus comme une créatrice polyvalente. Mes fondamentaux en termes de création sont les suivants. Mes objectifs, quels sont-ils? Je cherche le vrai, le beau, le pertinent et le message. Mes principes de création. Tout d'abord, quand je me présente dans un univers de création, j'ai d'abord et avant tout la conviction que je veux trouver.
Je suis tout à fait persuadée qu'il y a un pouvoir créatif dans toute expérience de vie. Et je m'abandonne, comme le disait Marcel, et je précise, j'abandonne tout réflexe de résistance. Mes sources d'inspiration, qui suis-je comme individu? De quel univers culturel suis-je issu? À quel archétype universel suis-je rattaché? Et quel est mon rôle social comme artiste? Alors, j'ai fait une formation en art à l'École des Beaux-Arts de Québec qui a été suivie par une formation à l'UQAM. Et c'est arrivé pas tellement longtemps après, finalement, le refus global. Je suis née en 1948, l'année à quelques jours près de la proclamation du refus global. Alors, ça a fait partie, en quelque sorte, de mon bagage. Alors, ça veut dire que mon premier maître à penser, ça a été Bordua, avec l'automatisme. Dans ma démarche artistique que j'ai débutée finalement à l'UQAM, ça s'annonce sur ma recherche sur qui suis-je. C'est quoi mon territoire? C'est quoi mon territoire? Alors je m'appuie sur l'approche de Paul-Émile Bordua qui est l'automatisme et je me lance dans le chaos. Je propulse sur des surfaces planes des taches de couleur. Et c'est avec ça que ça va devenir une création, c'est dans un geste donc tout à fait gratuit. Alors, a suivi une deuxième rencontre extrêmement importante, celle du symbolisme, et mon maître à penser, Bruno Bettelheim. Alors, j'ai été marquée par son ouvrage qu'on intitule « Psychanalyse des contes de fées », je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ça, où les symboles sont omniprésents. Et là, j'ai vu qu'il y avait une combinaison de deux choses qui se passaient. C'est que dans un premier temps, l'automatisme, et deuxième temps, symbolisme, qui me permet de structurer. Parce qu'on sait que le symbolisme, grosso modo, c'est une représentation figurative, mais de concepts théoriques. Donc, le symbolisme me permet ça. C'est pour ça qu'on en trouve aussi des marques de façon si importante dans les lieux sacrés. Dans les églises, dans les cathédrales, le symbolisme est extrêmement présent parce qu'il illustre des éléments incompréhensibles autrement. Donc, je suis très touchée par ça et je m'aperçois qu'il y a deux particularités qui s'imposent. C'est que mon travail est très chargé d'émotions et très, très fort en archétypes. Alors, vous avez un exemple ici du lien parental, du rapport parental. J'ai une illustration ici de la peur. Le besoin de dénonciation, et vous allez voir que c'est d'actualité. Alors, donc ça, c'est comme mes premiers élans, on va dire, au sortir de ma formation. J'ai suivi un cheminement multiprofessionnel, parfois en parallèle, parfois en alternance. Par exemple, en communication, en enseignement, en gestion, en création. Et petite parenthèse sur communication, je pense que c'est Clément qui a mentionné que j'avais été... Non, c'est Alcan. C'est Marcel qui a mentionné que j'avais transité par Alcan, milieu industriel. On peut croire que c'est complètement incompatible avec une formation artistique, mais il y a un dénominateur commun qui fait toute la différence, c'est la créativité. Créer des outils de communication, c'est comme créer une peinture, c'est donner une image, un message et s'arranger pour qu'il soit le plus clair possible pour celui qui va le recevoir. C'est certain que pendant les 22 ans où j'ai travaillé en communication, je répondais aux besoins d'un patron qui avait un message. Là, c'est le mien. Mais le processus est le même.
Alors, j'ai eu un parcours assez diversifié, comme vous pouvez le voir. Pendant que j'enseignais, parce que j'ai une formation en enseignement des arts visuels, j'ai enseigné quelques années. Pendant que j'enseignais, mes œuvres s'en venaient vers un symbolisme d'inspiration européenne. Je ne sais pas si vous sentez déjà des coups, des arcades qui vont s'en venir à la base du tableau. Ça fait penser à des vitraux en gris de fumée, comme on peut voir dans beaucoup de cathédrales. Donc ça s'annonçait. Les arcades d'architecture de lieux de culte se présentent vraiment comme en force. C'est un thème, l'arcade, c'est un thème qui m'a poursuivi, pas poursuivi, mais qui m'a suivi tout le temps dans ma création. Et je dois dire que les intérieurs d'église ou de cathédrale, pour moi, c'est un intérieur de femme. Et il y a peut-être une belle connexion à faire avec la présence très significative de femmes dans mon œuvre. Donc, pendant cette période-là, je travaille en communication, mais j'en profite pour adhérer à un réseau franco-québécois. Vous vous souvenez que j'ai une fascination incroyable pour la France. Donc, j'adhère à un organisme franco-québécois, j'en suis même présidente pendant un certain temps, moi aussi, et je crée un réseau de contacts très structuré, très élaboré, pendant plusieurs années. Ça me donne l'occasion d'aller très souvent en France, et j'en profite évidemment pour faire le tour des églises, des abbayes, des cathédrales, des monastères, et je prends beaucoup d'arcades. C'est toujours, j'ai une fascination pour ça. Alors, après, donc, un bon bout de temps en communication, mais où je peux voyager, toutes mes vacances sont prises pour ça, hein, découvrir la France, je projette de revenir à la création artistique. Parce que quand j'ai laissé la création pour aller gagner ma vie en communication, parce que c'est pas un secret pour personne, c'est pas facile de gagner sa vie avec la peinture. Donc je suis allée en communication, mais je me disais toujours, j'ai toujours eu un chevalet dans mon appartement ou dans ma maison qui était prêt avec mes équipements, en me disant un jour j'y reviendrai. Ça a pris 22 ans. Mais c'était là pareil, comme je vous ai dit, j'étais nourrie par la créativité dans ce que je faisais autrement. Mais là, j'avais un empêchement majeur, parce que j'effectuais depuis si longtemps un travail dans lequel je me définissais comme quelqu'un qui aide les autres. En communication, j'étais dans cet élan vers l'autre constamment. Je me disais, comment un artiste qui fait de la peinture peut trouver un sens à sa peinture, quand pour moi, c'est une seconde nature d'être en situation d'aide par rapport à d'autres personnes. Et là, j'ai rencontré une première onde de choc. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, le Feu Festival de théâtre de rue de Shawinigan. Extraordinaire, pendant 10 ans. Et là, cette année-là, je suis vraiment sous le choc, je découvre que les artistes peuvent redonner vie à un immeuble et redonner vie même tout à un quartier qui est en difficulté au centre-ville de Shawinigan. C'était, pour moi, là, j'ai eu comme vraiment un choc. Je me suis dit, oui, comme artiste, on peut contribuer à l'évolution d'une collectivité. J'ai une seconde onde de choc, je m'en pas longtemps après, je profite d'une visite guidée à l'église Saint-Pierre de Shawinigan, où il y a des œuvres de Guido Ninchiri. Et là, je suis comme dans une espèce d'état de grâce, là, je l'évite. Ça me dit, aie confiance. Et je pense que ça rejoint parfaitement l'expression utilisée par Marcel, c'est l'appel du risque. Je sentais l'appel du risque et que j'avais à ne pas m'inquiéter de ça. Alors là, apparaissent deux nouveaux maîtres à penser, Ozias Leduc et Léonard de Vinci. Pour
Pourquoi? Et là, je pense que madame va être contente de voir ça. Ma première œuvre que j'ai réalisée après 22 ans d'interruption situe la thématique à l'intérieur d'un temple, hein, architecture gothique. Et là, je suis très, très surprise parce que, comme je vous ai dit, je travaille selon l'approche de Bordura, c'est-à-dire les tâches. Non, mais je ne sais pas où je m'en vais quand je commence. Comment ça se fait que je suis arrivée là? La grosse question, je me définissais comme quelqu'un de très humaniste, voire spirituel, mais j'ai du mal à m'expliquer le jaillissement du sacré. Dans cette œuvre-là, ça me dépasse, je ne suis pas capable d'y répondre. Alors, j'essaie de comprendre. Et je me souvenais que dans l'église Notre-Dame de la Présentation, à Shawinigan-Sud, j'habitais Shawinigan, il y avait le dernier grand œuvre d'Ozias-le-Duc. Ozias-le-Duc a fait sur la moitié des murs des œuvres qui représentent des gars de shop, de Alcan, de Belgo, des cultivateurs, des agriculteurs. Et là, je me suis dit, oh, lui, il va peut-être m'aider à répondre à ma question. C'est quoi ça? L'intrusion du sacré, tout d'un coup, il est pourtant profane comme moi. Alors, j'ai fait une grande recherche sur lui. Et j'ai créé une œuvre inspirée de l'intérieur de l'église et aussi d'une photo de Ozias-le-Duc. Et cette œuvre-là est exposée pendant un an à l'église Notre-Dame de la Présentation, l'année du 50e anniversaire de sa mort. C'était en 2005. Puis, je me souviens, par toutes mes visites en France, me souviens des vitraux de Notre-Dame de Chartres, et particulièrement des vitraux illustrant les corps de métier. Ici, on voit les boulangers. Ça s'expliquait par le fait que les gens, les artisans, c'était des commanditaires. C'était les commanditaires des gens, des artistes qui faisaient les vitraux. Donc, on rendait hommage à ces gens-là en leur accordant une présence. Alors là, je me suis dit, bon, ça fait 2 sur 2, là. Des gars de shop à Shawinigan-Sud, puis des boulangers à Chartres. Donc, d'accord, je me laisse aller. Je laisse parler mon sacré. Et c'est comme ça que ma première exposition, que j'ai intitulée Pour des siècles et des siècles, hein, ça dit déjà finalement là, que j'avais dit oui. Alors, j'ai donc fait une première exposition qui s'est tenue à la Galerie d'art de Sabah. Il y a une petite galerie à l'intérieur de la maison d'édition. Et parce que je m'intéresse au caractère très marginal d'Ozias-le-Duc, parce que c'était assez original de ce qu'il faisait. On n'avait pas vu ça bien, là, des hommes de métier sur des murs d'église. Il était très original. Il avait une grande fascination pour Vinci, Léonard de Vinci. J'ai commencé à m'intéresser à Léonard de Vinci. J'ai tout lu ce que je pouvais lire sur lui. Je me suis vraiment, vraiment intéressée. Et cette œuvre-là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent son œuvre, mais la tête de lion sur le personnage de droite, c'est inspiré de l'autoportrait qu'il a fait de lui en âge avancé. J'ai un livre ici, je pourrais le sortir tout à l'heure. Alors là, ben, ça me pousse dans le dos et je décide de faire le grand saut artistique au pays de mes origines. Hein, Vinci qui vient me visiter, c'est le fun. Il a fini ses jours en France. Ça m'appelle, moi, ça. Alors, je décide de faire une intervention du côté de la France grâce à mon réseau de contacts de l'Association Québec-France. Et mes maîtres à penser à cette époque-là, eh bien, curieusement, Marie de l'Incarnation et Léonard de Vinci. Alors, je participe à une exposition collective en France, pas loin de Tours, une ville qui s'appelle Saint-Avertin. Et j'apporte mon œuvre représentant Ozias-le-Duc. Ah oui, mais ils ont dit, nous, on ne connaît pas Ozias-le-Duc. C'est qui? Je dis, il n'y a pas de problème, je vais vous faire une conférence sur Ozias-le-Duc. Et la photo représente la conférence dans l'église, elle était pleine à craquer, il y avait à peu près 400 personnes. Et ils venaient plutôt entendre, ils venaient entendre l'accent québécois aussi, là, mais n'empêche qu'il y avait beaucoup d'intérêt.
Pendant que mon séjour, pendant que je suis là, je découvre que par une personne interposée, je découvre l'existence d'une biographe de Marie de l'Incarnation qui s'appelle Françoise de Roy-Pinot, qui passe 6 mois à Paris, 6 mois à Montréal, pas à Paris, à Tours, puis à Montréal. Et elle a écrit plusieurs ouvrages sur des femmes, les premières femmes, la fondatrice de la Nouvelle-France. Elle écrit un livre sur Marie de l'Incarnation qui s'intitule « Marie de l'Incarnation, femme d'affaires, mystique et mère de la Nouvelle-France ». Ben là, encore une fois, femme d'affaires et mystique, ça mène chercher dans tous les détours. Et l'œuvre qui est ici, bien entendu, c'est pas de moi, peut-être vous l'avez reconnu, Gérald doit la reconnaître, c'est une œuvre de Jeanne Vanasse qui représente Marie de l'Incarnation. Jeanne qui connaît mon travail aussi. Qu'est-ce qui m'inspire chez Marie de l'Incarnation? Une femme très intelligente, très spirituelle, on la connaît bien sûr sous cet angle-là. Elle a le sens des affaires, elle a déjà géré une compagnie à Tours. Hein. Elle a beaucoup de leadership. C'est une femme qui est déterminée à réussir, qui a une grande ouverture et un respect des différences. Ça, c'est intéressant. J'ai découvert ça grâce à Françoise de Roy-Pinot. Opinion structurée et bien appuyée, défendue avec énergie. Il a fallu qu'elle la défende dans la Nouvelle-France. J'ai déjà vu quand on a fêté le 400e anniversaire de Québec dans un journal de Québec, le premier homme de la Nouvelle-France était une femme. On faisait référence à Marie de l'Incarnation. Elle est une référence pour tous les gens qui arrivent. Et à bien des égards, je considère que Marie de l'Incarnation, c'est vraiment une féministe avant l'heure. Ça, c'était tellement puissant, ce petit séjour à Paris, pas Paris, mais en Touraine, que je décide, là, je sens que l'appel est inéluctable pour moi. Je n'ai pas été assez vite. Je décide de me bâtir littéralement une résidence artistique de 3 mois. En France, c'est pas n'importe où. Je décide d'aller bien sûr en Touraine, pas très loin de chez Marie de l'Incarnation parce qu'elle est originaire de Tours, mais aussi d'Amboise. Je suis pas loin d'Amboise parce que Vinci est décédé à Amboise, plus précisément au Clos Lucé, et pour moi c'était comme une espèce de pèlerinage d'aller dans ces endroits-là. J'ai demeuré 3 mois dans une petite campagne proche. Je marchais tous les jours, je faisais mon compostel. Je partais toujours avec un cahier à croquis, dessiner des églises, des chapelles, des châteaux, des détails, des gros plans et tout, avec l'idée, bien entendu, de faire tout un contenu d'exposition en revenant. Pendant que j'y suis, je découvre que mon ancêtre, Honoré Dany, maître charpentier, est bien de cette région-là. Il est de Mont-Louis-sur-Loire. L'œuvre qui est ici, l'appel, encore une fois, Léonard de Vinci, inspiré de son Saint-Jean-Baptiste. Parce que ça me dit quelque chose. Petit clin d'œil, l'église où mon ancêtre a été baptisé dans Mont-Louis-sur-Loire. Qu'est-ce qui m'attire chez lui? J'ai Honoré. D'abord, il a le culte du bois, haussé au statut de matière sacrée. Compétence et rigueur dans le travail bien fait. Maître charpentier, il ne faut pas oublier. Courage et grande capacité d'adaptation à la nouvelle vie. Tout laisser pour s'en venir, c'est quand même tout laisser de la France pour s'en venir, à être arrivé avec la grande recrue de Maisonneuve avec Marie de l'Incarnation 1653. Il faut quand même avoir beaucoup de courage. Alors, au retour de mon séjour de 3 mois, j'ai temporairement accompli un travail de gestionnaire. J'étais en fait directrice de la maison, directrice de la Fenêtre, qui est un centre d'hébergement pour personnes, pas centre d'hébergement, centre de... voyons, Marcel, je sais pas. Oui, ça s'adresse aux personnes qui ont des difficultés fonctionnelles. C'est un centre d'immersion en art. Ok, je cherchais l'expression exacte. Donc, et je suis donc là pendant 1 an, ce qui me donne l'occasion de découvrir
Ah, là, ça s'en vient, là. Regardez bien ça arriver. L'art relationnel. La personne qui est ici, qu'on voit de dos, c'est Linda Barry, qui est une artiste de la région, et que j'avais embauchée pour un projet particulier à l'endroit où je travaillais, puis elle a mené un projet de création avec des participants à ces ateliers-là. Pourquoi ont-ils des trucs sur les yeux? C'est parce qu'ils sont avec, il y en a une au fond qui n'en a pas, pour la simple raison qu'elle est aveugle. Et ils sont en train de découvrir la matière avec leurs mains et non leurs yeux. Et donc, au bout du compte, ils ont fait une immense sculpture. Et c'est le principe de l'art relationnel, c'est-à-dire c'est le développement d'un projet avec un artiste chevronné et qui stimule, crée une synergie, et l'œuvre finale, c'est une œuvre collective. Alors moi, ça me parle énormément. Pendant que je suis directrice, je développe tout un contenu je pense que j'ai pesé ce mot-là. Je développe tout un contenu d'exposition. Je travaille de 9 à 4, mais de 6h30 à 9h, 9h moins quart, je suis dans mes tableaux. Je crée une autre série d'œuvres que j'ai intitulée Les fleuves de Marie. Ce sont différentes versions, si on veut, de ma vision poétique de Marie de l'Incarnation. Donc l'exposition s'est tenue aussi à la maison d'édition d'art Le Savant. J'avais fait ça l'année du 375e. C'est vrai que Marie de l'Incarnation n'est pas venue à Trois-Rivières, mais Ursuline, oui. Mais quand même, c'était un clin d'œil à la fondation de la ville. Mais là, autant je célébrais Marie, devenue une intime, je l'appelle Marie, autant je célébrais Marie qui était partie de France pour s'en venir en Nouvelle-France, autant j'ai senti la pertinence de la ramener, de la ramener à Tours, dans la région de Tours. Alors, j'ai profité, le rêve de Marie devient réalité, j'ai profité d'un séjour que j'ai fait à Tours en 2008, parce que, pas à Tours, ben oui, dans cette région-là, je participais à une exposition collective là-bas, puis je ne sais pas si vous le savez, mais en 2008, en France, on célébrait beaucoup le 400e de Québec. Nous, c'était réservé à la ville de Québec, mais là-bas, quiconque avait un ancien citoyen qui habitait une petite ville ou un petit village, tout le monde se tirait les bretelles d'avoir quelqu'un qui avait contribué à l'éclosion de la Nouvelle-France. Et comme je suis arrivée là, j'apprends que Mont-Louis-sur-Loire venait d'inaugurer un jardin intitulé le Jardin du Québec, où on rendait hommage à 4 Mont-Louisiens qui étaient partis, dont mon ancêtre. Alors, je suis allée voir ça, c'est des risques. C'est des risques, c'est des coups de tête. Je me suis rendue directement à l'hôtel de ville. J'ai demandé à la réception j'ai dit, je suis la descendante d'Honoré Dany, 10e génération. Je suis ici de passage. Et puis, j'aimerais rencontrer le maire. Ça a marché. J'ai rencontré le maire. Puis là, il fallait bien que j'invente de quoi. J'ai dit, moi, j'ai toujours exposé en collectif, en France, mais j'ai dit, j'aimerais faire ma première exposition solo, ici à Mont-Louis, parce que c'est là que mon ancêtre est né. Ben, tu déposes un dossier. Puis, mon dossier est accepté. Alors, avant d'y aller, j'ai apporté bien sûr des œuvres de Marie, mais j'ai dit, je ne peux pas aller là sans apporter une œuvre d'Honoré. Alors, j'y ai donné rendez-vous dans une toile. Puis, curieusement, il est apparu. La figure qui est là est arrivée dès le départ. Le reste s'est développé progressivement, mais la figure a toujours été là. Évidemment, comme il n'était pas un noble, il n'y avait pas de portrait de lui. Mais moi, je me plais à penser qu'il ressemblait à ça. Alors, pendant que j'étais là, j'ai fait une exposition qui a impliqué plusieurs groupes. Vous voyez ici des étudiants de l'école secondaire qui appellent le collège, eux autres, avec qui j'étais en communication par Skype avant d'y aller.
et avec leurs professeurs aussi. Ils ont bâti avec de la broche des oiseaux migrateurs, puis avec de la ripe, parce que mon ancêtre était charpentier, avec de la ripe, ils ont imité les plumes, et ils ont fait plusieurs oiseaux comme ça qui évoquaient la bernache qu'on voit sur l'œuvre d'Honoré. Mais à ce moment-là, je dois préciser une chose importante, c'est que je sentais déjà le besoin de la pluralité. Puis pour moi, ça s'est exprimé de même. De un, j'ai demandé à des études, une école, donc j'étais en lien avec une classe. Ensuite, j'étais en lien avec un musicien qui a créé un récital piano sur mes œuvres. J'étais en lien avec une historienne que Françoise de Ropineau m'avait présentée, qui était capable de venir faire un exposé sur j'ai animé une table ronde où elle parlait de Marie de l'Incarnation. Puis j'avais invité, qui est devenu un ami, qui était déjà un ami, le conservateur du musée du compagnonnage à Tours, parce que mon ancêtre, c'est un compagnon. Donc, il est venu parler de comment ça se passait, le compagnonnage, à l'époque où mon ancêtre s'est enlevé. Bien sûr, j'ai fait une conférence ou deux aussi, là. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai toujours aimé ça, à rassembler. Mais pendant que je suis là, il survient un drame, c'est-à-dire que je découvre un drame, et qui a fait un point de bascule pour moi. Honoré se marie une première fois, sa première femme se fait violer et tuer sur ta Ville-Marie, se fait violer et tuer par deux Iroquois. Il se remarie, a des enfants, une fille de son deuxième mariage, prénommée Jeanne, se fait violer et tuer par un Iroquois. Et selon les écrits, et il y en a beaucoup parce que toutes ces actions professionnelles ont été colligées étant donné que ça faisait l'objet d'actes notariés et tout, donc il y a plein de croisements d'informations possibles. Et ça l'a rachevé, c'est pas compliqué, ça l'a rachevé, il en est mort, même pas un an après le viol de sa fille. Et moi, ce qui m'a frappé surtout, c'était absolument triste de savoir que qu'il avait vécu ça. C'est quelqu'un avec qui j'avais commencé à développer un réel attachement. Mais ce qui me bouleversait, c'était de voir qu'il n'y avait rien de changé. Parce que qu'est-ce qui se passait à Ville-Marie à ce moment-là? C'était des guerres territoriales, comme on connaît en Palestine et Israël, comme on connaît dans d'autres pays. Je n'ai même pas besoin de les énumérer, vous voyez ce que je veux dire. Puis qu'est-ce qui arrive dans ces conflits-là? Souvent, pour ne pas dire régulièrement, les femmes passent à la caisse. Il y a toutes sortes de raisons de détruire le peuple qu'on combat en passant par la dévalorisation des femmes, du peuple qu'on combat. Alors, moi, ça, c'est venu me chercher au fond de mes tripes, puis je me dis, ah non, là, il y a comme quelque chose de social qui se développe définitivement. Pendant un tout petit bout de temps, je fais des œuvres qui dénoncent la violence, et de ça, j'en ai beaucoup. Celle-ci, pour moi, c'est Jeanne, c'est la fille d'Honoré qui a été tuée. Et celle-ci qui représente l'obligation de partir pour se soustraire à la violence. Et plus j'avance, plus je me dis, je ne peux plus rester dans mon atelier. Je ne peux pas, là. Il faut que je parle, il y a des choses qui se passent. Alors, je mets au point un concept d'intervention auprès de femmes victimes de violences conjugales qui sont en hébergement. Et c'est des femmes, pour la plupart, qui n'ont pas de compétences comme artistes, mais pour lesquelles j'ai développé un processus qui leur permet d'être en admiration avec elles-mêmes par la beauté de ce qui sort. C'est de l'art brut, c'est très spontané, c'est l'émotion à l'état pur. Ils ne sont pas capables souvent de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, mais tout d'un coup l'image vient remplacer tous ces moyens-là. Alors je les accompagne et j'ai été très, très heureuse de faire cette expérience-là, tellement les témoignages que je recevais, autant des femmes
qui vivaient ça, que des intervenantes de la direction qui voyaient des répercussions, femmes qui décidaient d'aller peut-être chercher l'ouvrage, puis l'autre, tu sais, il faut qu'ils reviennent ils sont 3 mois maximum en maison d'hébergement, mais après ça, il faut qu'ils reviennent dans la société. Alors, voici, oui, j'avais énuméré le nom des endroits. À Maison Le Phare, plusieurs fois, la nacelle, une série, moi c'était des séries de 8 semaines, une journée par semaine. Maison La Séjournelle, plusieurs fois, Shawinigan, le centre de femmes à Shawinigan aussi plusieurs fois, Volte-face à Victoriaville, plusieurs fois aussi. Voici un petit aperçu des œuvres qu'elles font, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais travaillé. La grise et noire là, est arrivée comme ça là, la première journée, puis elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui sont en poche? » Ben j'ai dit, avant de dire ça, essaye de voir, essaye de vivre quelques expériences. Et ce matin-là, la journée de cet atelier-là est arrivée bougonneuse et elle a fini son après-midi complètement survoltée. Heureuse comme c'est pas possible, puis elle est venue me dire, écoute, la nuit passée, j'ai pas dormi. Ça vient toujours me toucher. J'ai pas dormi et j'avais décidé de me tuer. Sa décision était prise, puis là, c'est dit, oh, il y a l'atelier de peinture l'après-midi. Elle est venue à l'atelier, puis il y a eu comme une espèce de pouf qui lui a donné à penser qu'elle pouvait peut-être se donner plus de chance. D'autres. Et d'autres. Pendant que je fais ça, parce qu'il y a plusieurs années là, qui se sont écoulées, j'ai l'occasion, grâce à une ex-missionnaire au Brésil, de l'accompagner chez les Sans-Terre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des collectivités, évidemment, qui ont été expropriées par, pas expropriées, évincées de leur terre par des grands propriétaires terriens qui sont sans terre. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et puis, elle connaît. Donc, je suis allée avec elle dans un village de Sans-Terre qui avait gagné, en fait, il y avait une terre maintenant. Ils avaient gagné leur cause. Ça faisait 10 ans qu'ils se battaient, puis que le gouvernement leur octroie une terre, un grand lopin qui se divise les terres. Ils venaient de gagner, et donc l'idée d'y aller, c'était de ramasser suffisamment de matériel pour leur rendre hommage et montrer ici que c'est possible quand on se prend en main de sortir de la merde. Alors, et moi, ça a été vraiment une formidable expérience de maximisation de mes capacités d'artiste, et j'ai donc tenu pendant tout l'été une installation in situ à la maison Rodolphe Duguay à Nicolet, où j'ai pu, où les gens pouvaient voir finalement le fait que j'avais fait des photos, vidéos, des grands kakemonos, et le terme consacré chez les Français pour parler de bannière verticale, c'est un terme japonais, trame sonore, production de vidéos en anglais, en espagnol en plus du français. Et la personne qu'on voit là, c'est Leda, une femme qui vit dans le village en question, mais ce qui est derrière elle, c'est son mur de cuisine, là, avant qu'elle ait eu sa vraie maison. C'était l'ancienne maison, c'est des blocs de terre tapés qui sont tenus, par une espèce de quadrillé de bambou, là, et puis, bon, et voici ce qu'elle nous a dit: j'ai le droit sacré de vivre dignement et d'avoir une place dans la société. Alors, quand je reviens, évidemment, ça me renforce encore plus de poursuivre auprès des femmes victimes de violences conjugales. Je me suis dit, c'est chez nous, c'est ici que je peux agir. Et donc, entre 2011 et 2015, j'ai rejoint comme ça 150 femmes qui sont venues profiter de ces ateliers. Et sentant que je faisais un peu j'avais un peu fait le tour, c'est très demandant, hein? Je veux dire, psychologiquement, c'est un travail très énergivore. Ben, je ne voulais pas laisser tomber ça, donc j'ai formé en 2016, au début 2016, une jeune artiste dans la trentaine qui a enchaîné, j'ai comme un peu livré mon concept. Et c'est elle qui prend le relais, et ça fait déjà plusieurs séries qu'elle donne.
à Nicolet, à Victoriaville, puis tu sais, elle fait des petits avec ça, c'est vraiment formidable. Alors, je suis très contente que ce soit un projet qui a levé de terre et qui continue. Maintenant, moi, ça a eu des impacts sur le plan artistique, j'arrive à ça tombe bien. J'ai eu des impacts sur le plan artistique de mon travail avec les femmes, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles travaillent de manière extrêmement spontanée, brute, et ça m'a amené à avoir un travail beaucoup plus épuré. J'étais portée à faire des choses extrêmement complexes, et tranquillement, j'ai épuré mon travail. Vous avez quelques exemples. Ça, c'est des œuvres à l'huile. Et les deux prochaines, qui démontrent que j'ai risqué autre chose, eh bien, ce sont des œuvres, des créations numériques. C'est-à-dire que ces œuvres-là, comment dire, je les crée en allant chercher, je ne devrais pas livrer ma recette, mais c'est quand même, j'ai le goût de dire, je vais extraire de mes tableaux des éléments que je trouve intéressants numériquement. Ils sont toutes photographiées en haute résolution. Avec Photoshop, je vais chercher des éléments, je recompose des œuvres. Donc, autrement dit, comme celle-là ici, à gauche, c'est une œuvre numérique. Elle n'existe pas à proprement parler. Je l'ai fait imprimer sur de la toile et monter sur Focal, comme si c'était un tableau, mais c'est une création numérique, à partir d'éléments que je suis allée chercher dans d'autres toiles. Celle-ci, la première, je l'ai faite pour parler de non-paix en relation avec la Palestine et Israël, et qui a suivi pour parler de paix. Ça fait 4 décennies de créativité par les arts visuels, l'enseignement, les communications, la gestion, et maintenant par l'écriture. 2016 a été une année charnière pour moi. J'ai fait 3 expositions dans la même année, dont la dernière à Montréal. Je pensais que c'était pour être comme la consécration, tu sais, la consécration de mon talent. Alors, les 3 expositions, finalement, ont démontré une absence de signification, de percée là, importante. Et puis, je me suis dit, peut-être pas pour rien que ça arrive comme ça, peut-être d'autres choses qui m'attendent. Et je me suis rendu compte que l'écriture m'attendait. Ça faisait des années que je griffonnais, mais là, le moment est venu d'y mettre tout mon temps. Et l'ouvrage qui est en cours d'élaboration s'appelle « L'oiseau migrateur ». Ça vous dit quelque chose? C'est un titre provisoire, évidemment. Mais voilà. Alors, je me trouve avoir terminé. J'ai apporté un tout petit paragraphe de ce que je suis en train d'écrire. J'aurais le goût de vous le lire. C'est un petit paragraphe. Il est vraiment... C'est dans le prologue, on va dire, de l'ouvrage que je suis en train d'écrire. Il enrageait d'entendre Marie crier à fendre l'air, ce qui pouvait alerter les fermiers du voisinage. Pour la faire taire, il frappa cette figure trop belle pour être vraie, trop belle pour lui. Sous le choc, la jeune fille perdit pied et s'affala sur le tapis de pierre. Se ruant sur son corps, Akia saisit ses épaules et secoua sa tête violemment de façon à frapper le sol, encore et encore, jusqu'à ce que le bonnet rougisse et que Marie ne soit plus qu'un amas de hardes en bordure du sentier. Les grillons ont repris leur chant dans ce silence mortel. Lentement, l'homme des bois releva le tablier de sa victime pour lui couvrir la figure, pour ne plus voir le rictus de souffrance à ses lèvres pulpeuses. Il fit de même avec sa jupe et finalement, soulevant sa chemise d'intimité, il découvrit ce corps mort et invitant. Il écarta ses jambes, mettant en lumière son sexe au poil clair. Pétronille reprenait conscience, si bien que son corps refusait tout mouvement. Elle réussit à tourner la tête vers la scène d'horreur qui se déroulait à quelques pas.
Elle vit l'agresseur se dévêtir. Bien dressé, son sexe se fraya une voie dans le corps de sa sœur Marie sur le chemin du petit bois des Hospitalières. Et voilà. Alors écoute, tu vas parler assez rapidement d'un message qui avait c'est quand même étonnant. On voit la communicatrice qui a travaillé longtemps dans le domaine. Alors, il y a comme une intention, on parle de message, c'est qu'il y a une intention. C'est tout à fait différent de l'automatisme, par exemple. Mais s'il y a un message, est-ce qu'il y a l'ultime message ou est-ce que. Alors, quelle serait cette intention-là que tu aurais, que tu verrais que nous, en tant que regardeur, qu'on décrit? Il y a eu des étapes de mon processus où ma compréhension du message pouvait varier. C'est certain que la logique, ce serait de s'arrêter au dernier message qui correspond à la maturité actuellement. Le message, je pense, c'est l'authenticité. Être le plus proche possible de ce que nous sommes, ce que je suis. Ça veut dire, par exemple, dans le cas de la dénonciation de la violence dont les femmes sont victimes, les femmes ont aussi si elles avaient tout le pouvoir de le faire, elles devraient s'exprimer aussi avec beaucoup, beaucoup d'authenticité. Quand je travaillais avec eux autres, et puis que au moment où leur œuvre était terminée, puis que le sourire s'élargissait jusqu'aux oreilles, puis il y avait comme de la buée dans les yeux, là, qui disait « C'est moi qui ai fait ça. » Mais oui, mais c'est ça ta véritable identité, elle est là, tu viens de mettre le doigt dessus. Là. Donc, je pense que c'est l'authenticité. Ouais. Oui, mais moi, je vois des symboles aussi, je vois il y a beaucoup d'ovales, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'œufs. Oui. Il y a beaucoup d'œufs. Oui. Les femmes sont souvent penchées, un peu comme si elles étaient en prière, comme si elles étaient en méditation. Il y a des églises, bien entendu. Et il y a les teintes pastels, c'est pas des teintes violentes, choquantes, provocantes. Non, c'est des teintes plutôt douces. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans, dans ce choix-là, d'artiste, c'est-à-dire de choisir d'abord de revenir avec ces formes-là, avec ces poses-là, ces attitudes-là, ces couleurs-là. Oui, je dois dire que des fois, ça peut être simple comme explication, dans le sens que, vous savez, quand j'ai repris ma production, après 22 ans d'interruption, le tableau qui s'intitule Un destin nommé cathédrale, la taille de la toile, elle est pas tout à fait aussi haute que cette porte-là, parce que c'est pas standard là, comme porte, là, mais une porte de maison, là. Et volontaire, c'est moi qui l'ai taillée. J'en ai acheté la toile en lot, je l'ai taillée et je voulais qu'elle soit d'un format porte, un peu comme la porte d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, je voulais avoir la possibilité du geste débridé. Alors, toutes mes courbes, les œufs, les ailes, les dos d'oiseaux, c'est mon geste, c'est l'élan le plus fondamental. C'est la vie, c'est mon geste. J'ai eu à réfléchir beaucoup là-dessus parce que j'ai un geste initial, mais j'ai aussi une grande facilité à compliquer les choses, à structurer. C'est comme si je voulais tellement dire. C'est comme si je voulais résumer tout le livre de Homo Deus dans un tableau, toute la teneur de l'histoire humaine dans un tableau. Et ce que les femmes, merci les femmes que j'ai rencontrées, m'ont appris, c'est de réduire, c'est d'aller vers l'émotion la plus brute. Donc,
mon défi a été beaucoup d'apprendre, pas à me retenir, mais à accueillir mon geste initial. C'est pas facile. C'est un beau process, accueillir le geste initial. Oui. Et lui donner ce qu'il a de... Est-ce que ça répondait un petit peu? Un peu. Un peu? On en parlera. Merci beaucoup. En fait, Sandrine, Jean-Claude, en fait, il n'y a pas une question, mais que j'ai entendu tout à l'heure pendant la pause. Pourquoi, quand l'oiseau, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ovales, beaucoup d'arches, mais il y a aussi presque tout le temps des oiseaux. Oui. Souvent. Puis là, vous avez commencé à donner des explications. C'est parti, mais reprendre ça pour tout le monde. Bien, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Maintenant, il y a plusieurs réponses, parce que souvent les gens me suggèrent des réponses. Ah, c'est à cause de la liberté que ça procure, tu sais, puis bon. Mais c'est jamais ça qui me rejoint le plus. L'oiseau a la propriété d'avoir une vue holistique, globale, il touche, il voit l'ensemble. Et ça ne peut pas être... il ne peut pas avoir une vue, je veux dire, dans mon imaginaire à moi, là, il ne peut pas avoir une vue limitée. Il voit l'ensemble des intervenants ou des impacts ou des facteurs. Tu ne peux pas analyser, tu ne peux pas être en thérapie, par exemple, puis mettre le focus sur un élément d'une problématique, puisque j'ai tellement d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Puis je trouve que l'oiseau, il symbolise ça, la vue d'ensemble. Puis en même temps, il est dans le silence. Il y a quelque chose de contemplatif, là. Je suis une grande contemplative, je veux dire. Il y a des auteurs anciens, perses et arabo-musulmans, puis même avant, qui, quand ils apportaient les oiseaux, c'est tout le langage, les oiseaux laissent pas de silence. Et qui disaient, les poètes souvent, il y a un message unique qui dépasse tout, qui est plutôt élevé vers le ciel que vers la terre, qui est propre au chant d'oiseaux. Et les oiseaux sont des prophètes, etc. Là, c'est pas cet aspect-là. C'est l'aspect d'adopter tous les points de vue. Oui. Et je pense, à cause de ma formation, de formation philosophique, Nietzsche aussi avait son oiseau qui était l'aigle. Et il voyait tout. Sauf que c'est un oiseau très dominant, très beau, et famille, qui est le culte de la famille, hein, dévoué évidemment, comme tous les animaux, mais qui est destructeur. Puis vous, ces oiseaux ont l'air d'aucune menace possible. Et ça distingue de Nietzsche. Ça distingue de ça. Il y a une bonté. C'est plutôt, on voit chez ces oiseaux plutôt l'annonce d'une bonté de la paix. Parce que l'oiseau, c'est un grand symbole de paix aussi dans la vie, en tout cas. Bien sûr, oui. De la colombe. Et on utilise fréquemment encore. Celui-là, c'est une colombe, l'autre, c'est dans la politique et l'armement et les guerres. Ben, voilà. Merci beaucoup. C'est un beau commentaire. Merci. Ça va plaisir. André Provost. Bonsoir. Vous avez dû avoir créé un groupe. André, le micro, s'il te plaît. Vous avez dû avoir créé un groupe de femmes qui avaient été violentées ou maltraitées. Oui. Et puis, ces femmes-là ont créé des droits. Bon. Alors, parmi ce groupe-là, avez-vous remarqué une différence entre une espèce de création spontanée, qui serait un petit peu de création, et un défoulement personnel qui est comme une libération de ces traumatismes?
Oui. Ben, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est la démarche que j'ai privilégiée, c'était une démarche libératrice. J'aurais pu choisir une option qu'on voit à l'occasion de tenter de développer une dextérité pour représenter une œuvre déjà existante. C'était pas du tout mon intention parce que, d'une part, ces femmes-là, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, n'avaient pas de passé d'expérience en art. Donc, il fallait qu'elles soient gagnantes, vous comprenez? Il fallait qu'elles soient heureuses, qu'elles soient fières d'elles. Il ne fallait pas que je les mette dans un défi insurmontable. Je leur creusais leur tombe, là. Il fallait que ça soit gratifiant. Donc, j'ai privilégié une approche qui favorisait beaucoup plus le geste libérateur, où la tâche joue quasiment un rôle, tu as juste à la guider un peu, puis elle s'en va un peu comme elle veut. Donc, il y a une intervention, mais en même temps, la matière entraîne la personne. Et puis, à un moment donné, elle dit, OK, c'est ça qui me ressemble, puis bon. Alors, c'est très, très libérateur. Il y a bien des femmes. Moi, je parle beaucoup, puis je suis certaine que parmi vous, je veux dire, on peut penser que bien des gens seraient à l'aise de parler, de verbaliser sur leurs états d'âme, mais ces femmes-là, c'est rare. C'est rare qu'elles sont capables. Il y a même des intervenantes, parce qu'il y a plein de thérapeutes là-dedans, là, qui les accompagnent, tout ça, ils ont toute une intervenante à signer. Hein? À chaque fois qu'il y a un problème qui déborde le vase, là, il y a une intervenante à signer, puis elle me dit, écoute, ça fait 2 semaines que j'essaie de lui dire, de lui faire dire, de lui faire nommer son émotion. Elle est arrivée avec son tableau, puis elle dit, regarde, c'est ça. Alors, ça, c'était vraiment incroyable. Ça veut dire que ça la touchait véritablement là, dans son plus fondamental. Et dans votre démarche personnelle, quelle est la part de créativité basée sur votre technique? On n'entend pas. Dans votre démarche personnelle, quelle est la part de créativité qui est basée sur une technique et puis la part qui est basée sur une créativité spontanée? Oui, c'est une très bonne... et ça rejoint parfaitement ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il y a une partie très, très spontanée. Donc, où je peux aussi bien travailler avec du fusain, de l'aquarelle, de l'acrylique. C'est très débridé en jus, en pâte, en texture. Je ne me fais pas de limites, je ne me fais pas de contraintes. Et puis, je bâtis après. Bon, la technique, elle va arriver, il y a deux techniques que je privilégie beaucoup. C'est que je suis très forte en dessin. J'ai fait l'école des beaux-arts à Québec, l'école des beaux-arts traditionnelle avec dessin à blanche toute la journée, puis les modèles vivants. Puis, tu sais, donc je suis très à l'aise au niveau du dessin. Je sais que même si mes tâches sont folles en commençant, quand il y en a une qui va commencer à me parler, puis qu'elle me dit « Moi, j'aimerais ça avoir l'air d'un bras, là, je vais savoir comment le faire. » Tu comprends? Le dessin, il est là. Ensuite, j'ai une connaissance aussi de la pigmentation, évidemment. Je suis très forte en couleurs. Je sais que pour obtenir une couleur prune, quel mélange je vais faire. Donc, je profite de ces connaissances-là, de ce savoir-faire-là, mais l'objectif est d'essayer de moins encarcaner le message vivant. Mais la technique est là pour m'aider. Ça répond? Merci. Parfait. Il n'y a personne qui lève la main. Je pense que Monique, vous avez parfaitement raison. La spontanéité dans la virtuosité, c'est possible quand on a maîtrisé une certaine technique. Je pense que oui. Sinon, on est dans à peu près Oui. dans n'importe quoi. Il faut travailler beaucoup dans des formes pour réussir à faire un vers libre ou à faire une expression beaucoup plus libre. Genre, on vient à notre maître Bordua, il connaissait le dessin, il connaissait la peinture, il
connaissait les œuvres classiques. Puis on y reste encore beaucoup de ces peintures représentatives. Puis, il a travaillé avec Osias Leduc. Absolument. Ils sont toujours restés amis. Ils sont proches. Non, ils ne sont pas toujours restés amis. Ah oui? Non, ils ne sont pas toujours. Ils ont eu une période ben, je ne parle pas de colère, là, mais je veux dire, ils n'ont pas toujours été très, très, très proches. OK, parce que des fois, on voit dans des documentaires que Riopel est là, Bordua est là, puis là, ils doivent prendre un verre de vin, et tout ça, puis... ah bon? Riopel et Bordua, peut-être, mais je parle de Bordua et Osias Leduc. Oui, mais ils étaient ensemble, des fois, ils se voyaient une journée par semaine, ils se rencontraient. Ah, oui, oui. Ah, mais tu sais, Osias Leduc, c'était quelqu'un de très poli, très civilisé, oui. un gentleman, quelqu'un de galant, donc c'est pas quelqu'un qui aurait retourné quelqu'un du revers de la main, je pense que... Mais je veux dire, il était très classique. Oui. Il y a des beaux documentaires, en tout cas des beaux films là, qui sont des œuvres d'art en soi sur Osias Leduc. Il y en a plus qu'un à la bibliothèque, on les a quasiment tous. Ouais. Si ça intéresse les gens, c'est un gars au niveau métaphysique, au niveau de la symbolique, extraordinaire. Il y avait il y a tout le temps une réflexion philosophique et une réflexion Osias Leduc, c'est pas n'importe quel. Tout avait un sens. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'église Notre-Dame de la Présentation. À Shawinigan, là. Tu sais, la muraille qui est derrière le Dieu le Père qui est en haut, là. La raison pour laquelle il est positionné comme ça, puis qu'il est habillé en blanc, puis qu'il a les cheveux blancs, ça fait référence à la neige éternelle sur le sommet de la montagne. Donc, c'est Dieu éternel. Donc, il joue, toutes ces images ont une signification comme ça. Oui, ça rejoint l'Olympe, et ça rejoint le sommet enneigé, au sommet. C'est une symbolique universelle aussi. En même temps, il y a une question. Il faudrait y aller, oui, madame. Oui, j'avais une question. Ce que je constate de votre œuvre, de votre travail, de votre implication, c'est qu'il y a beaucoup dans le relationnel, le sociétal. Vous êtes adressé à cet univers-là avec beaucoup d'actions concrètes et des solutions. Et maintenant, j'aimerais savoir, dans le travail de création individuelle... Individuelle? Oui, comme la peinture ou l'écriture, qu'est-ce que vous retrouvez dans ce geste-là que vous ne trouvez pas dans l'aspect collectif? Bien, je pense que c'est à la fois, quand je me retrouve avec moi-même, c'est à la fois un endroit de ressourcement et c'est aussi un endroit d'accomplissement. Parce que aller vers l'autre, comme dans le cas des femmes victimes de violences conjugales, je ne m'attendais pas à ça au début. Au début, je me disais, oh, je suis comme l'artiste qui vient un peu donner avec générosité, mais montrer comment faire, faire des tableaux. Oh, que j'ai déchanté quand je me suis aperçue qu'elle m'apprenait pas mal plus. D'abord comme femme, comme défi qu'elles ont à relever dans la vie. Et donc, quand je retourne dans mes tableaux après, c'est que j'atterrisse de ça, là. Il faut que je revienne. En fait, mon individualité devant toi, c'est moi. Donc, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de bien sentir que je suis là. Je fais des œuvres à ce moment-là, je vais vers les gens et quand je reviens, je ne suis plus la même. Il faut que je reprenne le cours de ma vie, là, avec un nouveau qui est arrivé. Je pense que les deux ne vont pas sans l'autre. Tout comme la communication pour moi et les arts, pendant un bout de temps, je me disais, je suis quoi au fait? Je suis une spécialiste en communication ou une spécialiste en peinture? On aurait dit qu'il fallait que je détermine mais dans les faits, je suis les deux. Puis quand je suis en communication, je vais vers les autres. Quand je reviens, je suis dans ma création. Puisqu'animer un atelier avec les femmes victimes de violence, c'est vrai que je peignais en même temps qu'elles, mais j'étais dans une démarche de communication. Il n'y avait pas un mot qui se disait ou une émotion qui se vivait. Moi, j'avais une psychologue, pas une psychologue, une thérapeute dans le local à côté, là. Parce que s'il y en avait une là, qui
peut-être une coche, là. Moi, je ne fais pas. Donc, moi, je n'ai pas la compétence. Et deux, ben, j'avais 8 autres femmes à m'occuper. Je ne pouvais pas ramasser celle qui venait d'éclater en sanglots. Donc, j'avais quelqu'un à côté. Donc, je suis dans une dynamique de communication pour que je sois une antenne, que je perçois tout ce qui se passe. Gérald, non, Tu l'as dit tantôt, il y a une iconographie religieuse assez importante, presque constante. Alors, pourtant, tu parles de liberté. Alors, je me dis, de quelle liberté. De liberté. Je me dis, la liberté d'artiste, puis évidemment, compte tenu des enchantements qu'on a par rapport à tout l'univers religieux, je me demande de quelle manière tu te dégages malgré tout de quelque chose qui est trop appris, qui est trop dogmatique, trop codifié aussi, parce que les symboles pourraient renvoyer à ça, quelque chose de trop codé. Et pourtant, l'artiste que tu es, j'imagine qu'il a sa liberté, et je me demande de quelle manière tu te dégages de ce religieux-là. Et j'en ai aussi envie d'un B, ça c'était A, petit B, c'est qu'est-ce que c'est le sacré pour toi? C'est une bien bonne question. Peux-tu commencer par le B? Donc, je vais commencer par le A. Ça va peut-être me mettre en... Ça va me mettre en chemin. Je comptais à quelqu'un tout à l'heure quand j'ai eu... quand ma première œuvre est sortie après 22 ans d'abstinence. Elle avait une saveur sacrée, cette toile-là, puis ça m'a surprise beaucoup. Et je dois dire que je n'aimais pas ça. Parce que je venais de quitter un emploi très rémunérateur, je vous rappelle, j'étais quand même dans des fonctions plus qu'appréciables. Et il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai la santé, je fais le grand saut. Je rêvais d'y revenir depuis bien des années, mais tu sais, la peur de manquer de moyens de survivance, ça nous étouffe pas mal, disons. Puis cette fois-là, comme disait mon ami Marcel, j'ai risqué. J'ai risqué d'y aller, mais quand j'ai vu le premier tableau sortir, j'ai dit, jamais personne qui va aimer ça. Puis, je ne pourrais jamais me faire des alliés dans le milieu des arts. C'est pas la mode. La dimension sacrée qui transpirait de cette œuvre-là. Ben, il a fallu que je fasse un parcours. J'ai transité dans l'univers d'Ozias le Duc, dans l'univers des vitraux, dans Marie de l'Incarnation et autres, et je me suis dit, m'en fiche. M'en fiche. C'est ça qui sort. Désolé, les autres vont sortir. Puis, si j'ai pas de beurre de pinot à mettre sur ma toast le lendemain, tant pis. Alors, j'ai fait à ma tête. Et c'est un peu l'attitude que j'ai par rapport à... Là, je te parle de l'opinion, de l'opinion, puisque c'est juste une perception, hein. Peut-être bien que je me suis trompée, puis que il y a des gens qui aiment, même parmi les artistes en Answay, qui aiment mon travail, mais j'ai pas, c'est pas évident pour moi, mais peut-être qu'il y en a. En tout cas, pour ça, c'est... Donc, par rapport à toute la question religieuse, je me sens pas du tout dans un carcan. Je me sens pas du tout dans une obligation. Non, parce que je suis là pour donner la permission à la vie intérieure de sortir. Elle est sortie, si tu veux. Elle prend la couleur qu'elle veut. Maintenant, le sacré, c'est un peu ça aussi, pour moi. Le sacré, ça n'a rien à voir avec les dogmes, ça n'a rien à voir avec les religions. C'est cette espèce, quand je dis s'abandonner, là, ça veut dire faire confiance. Ça veut dire faire confiance à l'énergie qu'il y a dans moi. C'est ça qui est sacré pour moi. C'est l'énergie.
c'est l'énergie c'est ça. Ça s'explique pas, je peux pas l'encadrer, je peux pas le mettre dans une boîte, je peux pas... mais quand je suis devant un obstacle, devant un enjeu, je laisse monter. Je laisse monter, la réponse vient. Même chose, le tableau d'Ozias que je me débattais avec ce tableau-là parce que c'est drôle à dire, mais je ne savais pas de quelle couleur pour que l'harmonie soit équilibrée, saine. Je ne savais pas de quelle couleur ils mettent les pantalons. Ça a l'air fou, hein? Puis là, écoute, ça faisait quelques jours, passais des heures, je fignolais autour, mes pantalons, la scène, couleur, ça marche pas, ça y a un autre, ça marche pas, etc. Et puis, un bon soir, j'ai parlé, j'ai dit, regarde, là, demain matin, tu me diras les couleurs, tu me dis, c'est caricature, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose de très puissant. Il faut cultiver, puis laisser monter. Puis le lendemain, j'ai mélangé ça, puis ça a donné un gris violacé. Ah! J'ai dit, c'est de cette couleur-là que tu l'as voulu. Ben, c'est celle-là qui est dans le tableau aussi. Je vais commencer par un commentaire sur la question art intéressé au sacré ou proche du sacré et liberté. Mon commentaire, en gros, c'est ça. Quand on commence à approcher, à approfondir le religieux en général ou le sacré, qui n'est jamais loin du mystique et du spirituel, on peut se sentir très contraint. Mais plus on l'approfondit, plus on va vers la libération. Comme on le voit chez les grands mystiques de toutes les religions. Et certains athées. Je fais référence à Pierre Avocat, qui voit du sacré dans l'athéisme de Bordeaux. Dans un des essais de Avocat qui porte sur croire, quelque chose comme ça. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il y a une pureté, une quête d'absolu. Et je connais aussi Gilles Caron, qui a fréquenté longtemps Bob Joie à Paris avant sa mort, les derniers mois, les dernières années. Et c'est un homme qui était constamment en train de lire sur l'hindouisme, sur le bouddhisme, des théologiens, etc. Et je pense que il a atteint l'absolu dans ce dernier tableau. Et bon, il est mort. D'abord, il était malade, hein, pas une très bonne santé, mais il avait réalisé, il avait brûlé sa vie par l'ardeur de la beauté qu'il cherchait. Bon, un long commentaire, pas. Et j'ai oublié cette question que je voulais poser. Ça avait rapport avec ce que Gérald disait. On est dans un contexte profondément séculier, sécularisant, qui veut se débarrasser de la religion, surtout, et du clergé, évidemment. Même si moi je suis croyant, il faut se débarrasser du clergé, ça me paraît une évidence, ça. Pour être libre. Mais dans votre approche, à part de l'énergie, de la libération de l'énergie, il y a un message aux nouvelles générations qui n'ont pas d'idée de ce que c'était la religion au Québec et pourquoi on décidait des églises, des cathédrales, tout ça. On revient en termes du message au début. Il y a un message là-dedans. Renouer avec les racines, par exemple. Donner du sens à ce qu'on a refoulé. Pourquoi le refouler? Parce que quand on le refoule, ça devient monstrueux. Ça devient névrotique, ça devient problématique. On n'en veut pas de la religion d'autrefois, évidemment, la plupart des gens.
Et puis avec raison, en gros, je suis pas d'accord. Mais on veut tirer le meilleur. Ça, il y a un message. Sinon, les jeunes, ils n'ont même pas rejeté le passé. Ils ne connaissent pas. Alors, il faut qu'ils explorent dans tout le labyrinthe des signes, des images, le monde fantastique de toutes les communications électroniques et tout ça. Et là, est-ce que votre peinture elle peut donner des signaux ou aider les jeunes à sortir de la jungle? Je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas cette préoccupation formelle. Je veux dire, elle n'a pas forme dans ma pensée, si on veut, cette préoccupation-là. Par contre, moi qui suis grand-mère, j'ai deux petites filles de 7 ans et 10 ans. Elles correspondent parfaitement bien à ce que tu décris, l'univers des jeunes d'aujourd'hui. Mais je sais parce que je suis... comment te dire? Elles me voient dans mon univers d'artiste, dans mon univers d'audacieuse, méditatif. On fait de la méditation, mon chum et moi, mais l'autre jour, ils viennent à la maison et on dit on peut-tu en faire avec vous autres? Moi, ça veut être juste ça, là. Tu comprends-tu? Je ne bâtis pas de rationnel. J'ai juste à être le plus authentique possible. Puis, c'est certain, quand ils voient mes toiles, mettons, la première, là, un destin dans mes cathédrales, ben, je leur dis, regarde, c'est parce que dans les cathédrales, les vitraux, les gargouilles, je leur explique ce que c'est sûr que ils n'ont pas fait les 7 églises. Tu sais, dans le Pâques, là, on faisait les 7 églises, là, nous autres, on faisait ça quand on était jeunes. Ça fait que c'est sûr qu'ils sont loin de ça, mais je peux pas... Oui, c'était ça le message de la beauté des cathédrales. Ouais. C'est la beauté. Si ton œuvre, si une toile, c'est une cathédrale, si dans le fond, c'est une métaphore du message, c'est bien. On pourrait dire, c'est la beauté. Ça me plaît, ça. La beauté des cathédrales. Ça me plaît, ça. La beauté de la méditation aussi. Tu sais, la méditation comme beauté. Parce que les personnages vont souvent pencher, sont méditatifs, un peu comme dans les personnages symbolistes. Alors, il me semble que ça me reconnaît. Ça me plaît parce qu'il y a la forme, il y a la ligne, il y a la couleur, il y a l'histoire, il y a l'éducation, il y a bon, la musique, la beauté, tout ça, c'est... Je ne sais pas si il y a quelqu'un parmi vous qui est allé à Saint-Savin sur Gartempe. Ça dit quelque chose? Dans le Poitou. Non, pas là, Saint-Savin, mais le nom, t'as dit quelque chose? Oui, j'ai entendu. Une immense abbaye, dont les fresques, c'est roman, dont les fresques sont conservées dans un état incroyable depuis 1100. Écoute, tu rentres là, c'est... Si tu vas voir, vous allez voir sur Internet, il y a plusieurs de ces fresques-là qui sont représentées qu'on peut trouver. Oui. Oui, ça va, la dernière question. OK. André. Concernant le sacré, on a eu une conférence il y a 3 semaines, Laurent Joly, qui nous a parlé de la substance première où toutes les potentialités sont présentes. Et l'intuition artistique, c'est le moyen de manifester cette puissance, de cette potentialité de l'universel. Ah, oui. Et je crois que le sacré, ça touche ce domaine-là chez l'artiste. Je ne sais pas si vous avez assisté à cette conférence-là. Non, malheureusement, j'ai pas Vous vu. pouvez l'avoir sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. Ça vaudrait la peine. Très intéressant comme exposé. Mais tu sais, ce que je voudrais peut-être juste rajouter là, en finale, c'est que
vos questions sont extrêmement pertinentes et judicieuses et puis ça me réjouit d'entendre ça. Mais moi, quand je peins ou quand j'écris, je suis dans la boule d'énergie. Je ne suis pas en train de l'analyser pour essayer de mettre un mot dessus. Je suis en train de... Moi, je suis dedans, là. Puis d'ailleurs, quand le tableau est fini, il est fini. Moi, le plaisir, c'est quand j'étais dans l'action. Puis je ne suis pas en train de le rationaliser, je suis en train juste de sentir si je mettais cette ocre-là à côté de telle couleur, ça ne ferait pas chanter la troisième un petit peu plus, tu sais. Mais je suis dans l'action. Mais vos questions sont bien intéressantes. Sauf que tu nous donnes quelque chose. Tu sais, un artiste, on fait un livre, on fait une conférence même, on fait un le donne. Tu sais, on le donne. On le donne. On le donne à boire, on le donne à lire, on le donne. Oui, oui. Alors, tu sais, on est au-delà de ce simple geste. On est au-delà de ce simple geste-là qui est très personnel, qui est très narcissique à la rigueur, Oui. qui est très personnel. On le donne, ça ne t'appartient plus. C'est vrai. Mais tu pourrais regarder ça aussi comme si c'était l'œuvre d'une autre, Oui. d'un autre. Oui. Et c'est pas ça qui t'intéresse. Bien, c'est pas vrai tout à fait, parce que je me souviens, je sais que le regardeur, en fait, donc, il y a trois entités. Il y a celui qui le fait, c'est l'autre qui le regarde, puis après ça, les deux qui se regardent. Bon, en tout cas, bref, je résume peut-être pas mal, là. Mais je veux dire que à une des expositions que j'avais faites, justement, qui était très à connotation très sacrée, moi, je les ai faites de façon intuitive, là, même si j'étais capable d'avoir une idée, mais au moment de le faire, j'étais très intuitive. Puis des gens me faisaient des commentaires, comment elle recevait, une femme entre autres, ça m'avait beaucoup touchée, mais comment elle recevait le tableau dans son bagage de vie à elle. Tout ce que ça avait fait, ce que ça avait dit, ce que ça avait réveillé, bouleversé, réactivé, on va dire ça comme ça. Mais j'avais l'impression qu'elle m'apportait une autre vision. C'était pas celle que moi j'avais vécue en la faisant, mais elle, avec son bagage de vie, elle l'a reçu autrement. C'est intéressant. Je trouvais ça très intéressant, mais mon objectif, il n'est pas intellectuel, tu comprends? Il est vraiment dans le sentier pour que je sois à l'écoute de ce que j'ai ressenti. C'est ça. C'est comme l'expérience. Le moment où tu fais tout à l'heure. Oui, c'est l'expérience, oui, c'est ça. Le point de vue phénoménologique, c'est un beau grand mot pour moi, ça aussi. C'est ce que tu expérimentes. OK. Au-delà des tirages. OK. Ah, OK. Oui, madame. En fait, on va... Oui, on finit bien sûr. Je sais que c'est la dernière, puis Oui. la dernière, puis l'autre dernière. Mais je voulais juste faire un commentaire. C'est que moi, je ne connais pas beaucoup dans le monde des artistes, tout ça, mais ce qui m'a touché beaucoup, c'est à quel point votre art et vous-même, votre intuition, votre authenticité, à quel point c'est intégré. Intégré? Intégré. Ah, j'aime ça entendre ça. Parce que, bon Dieu, j'ai vu un peu sur des artistes, là, Van Gogh, puis tout ça, là. Et à quel point beaucoup d'artistes sont morcelés, éclatés, pas en contact avec leur vie intérieure, avec leurs émotions. Et vous, on sent une intégration, pas juste de vous-même, mais de vos coups de cœur, Léonard de Vinci, Audience Leduc, mais aussi de votre famille, de vos ancêtres, de ces femmes qui ont souffert. Et ça vous amène à aider d'autres femmes
Ben moi, je suis très touchée et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, c'est vraiment comme dernier commentaire, c'est extraordinaire. C'est un beau témoignage, ça. Et, oui, merci beaucoup, à la semaine prochaine.